Et voilà, maintenant pour rentrer dans le vif du sujet, pour la troisième édition, nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Abbé, qui est professeur d'informatique à Grenoble et membre du LIG. Et donc Cyril s'intéresse aux outils automatiques pour l'analyse de texte. Et notamment, il les appliqués, il se fait connaître pour l'utilisation de ces outils pour analyser des articles scientifiques, par exemple pour détecter des fraudes, des articles frauduleux qui augmentaient il y a des scores de citation des chercheurs. Donc, je pense que tu vois, on nous en parler un peu, vu le titre. Exactement. Et donc, bon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis toujours très content de venir raconter mes histoires de faux papiers et de tricherie pour augmenter son H-index. Et bon, des fois, c'est un peu plus stressant que d'autres. Mais voilà, c'est vraiment un plaisir à chaque fois de raconter ces choses-là. Donc, ce que j'ai prévu aujourd'hui, c'est quelque chose en 3 points. Donc, d'abord, je vais vous montrer comment on est passé d'un article scientifique qui transmet la connaissance à quelque chose qu'on va juste compter finalement. Et puis, on verra comment on peut, du coup, générer plus de publications et plus de citations de manière automatique, évidemment. Et puis, après, on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qui peut bien se passer ensuite, quelles sont les évolutions possibles. Donc voilà, on commence par ces histoires de qu'est-ce que c'est que la publication scientifique. Donc voilà, j'aime bien commencer avec un article qui a 80 ans. Donc il y a 80 ans, les articles scientifiques, ils avaient un titre des auteurs. Ça a commencé en disant voilà, depuis tout temps, on s'intéresse à tel problème. Et puis ensuite, il y avait des citations, d'accord, et puis une liste de références. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui n'a pas changé, d'accord, c'est toujours comme ça. Ça c'est un article d'il y a 3 ans. Dans lequel on s'intéresse aux réseaux sociaux en Afrique il y a 50 000 ans, à base de œufs d'autruche. Donc voilà, ça a beaucoup changé. Mais par contre, voilà, il y a toujours le titre, les auteurs, les références, qui sont très importantes. Et puis ce qui n'a pas changé aussi, c'est que ces articles-là, ils sont évalués par des reviewers, et puis c'est supervisé par un éditeur. Et puis ensuite, il y a une maison d'édition qui va vendre ce papier ou le diffuser, etc. Mais il y a une grosse différence avec il y a 80 ans, c'est que maintenant, on a des outils pour classer et pour compter les citations. Et donc là, je vais juste vous montrer quel est le chemin que suivre, voilà, c'est la longue marche des citations pour qu'elles puissent être comptées. Donc ça commence bien sûr par la maison d'édition qui va produire différentes versions du papier. Donc il y a une version HTML ou PDF qui va pouvoir être lue par les lecteurs. Il y a une version XML JATS qui va permettre d'être lue au travers d'une API par des robots par exemple. Et puis le publisher va enregistrer les métadonnées du papier, donc c'est-à-dire le titre, les auteurs, l'abstract et souvent les références aussi qui font partie des métadonnées. Mais le corps du texte, non. Donc ça, ces choses-là, c'est enregistré tous les publishers enregistrent leurs métadonnées dans un organisme qui s'appelle Crossref. Donc il y a plusieurs organismes qui donnent des DOI, donc des identifiants pour les papiers. Donc Crossref, c'est le plus grand. Et donc Crossref produit une base de données, de métadonnées et de DOI sur l'ensemble de la littérature scientifique. Et donc ces 3 sources de données-là vont être la base pour un certain nombre d'acteurs qui vont construire qui vont utiliser ces sources de données-là. Donc en général, on parle de sources de données primaires pour ce qui est HTML et PDF. On va parler de sources secondaires pour ce qu'il y a dans Crossref, puisque c'est déjà une source qui est dérivée de l'article scientifique. Et puis ça fait des bases de données de 3e degré, de troisième échelon, qui vont être utilisés par plein d'acteurs pour classer et pour essayer de faire l'évaluation. Donc c'est là-dessus que on va faire des dashboards, classer les universités, classer les chercheurs, etc. Donc je vous ai mis ici Google Scholar, le Web of Science et Scopus qui sont similaires au niveau propriété, et puis un outil qui s'appelle Dimension. Donc Google Scholar, vous pouvez tous y accéder. Par contre, si vous voulez y accéder par API, vous ne pouvez pas. D'accord ? Vous ne pouvez pas faire des requêtes automatiques sur Google Scholar. Vous allez être tout de suite banni. WOS et Scopus, c'est pareil. Vous pouvez y accéder de manière... mais il faut avoir... Cette fois, ce n'est pas gratuit. Vous pouvez y accéder en tant qu'utilisateur si vous payez un abonnement. Et par contre, vous ne pouvez pas non plus y accéder par API. Dimension, ils vendent un peu... ils ont différents services qui sont plus ou moins payants. Et donc voilà, ces choses-là, c'est avec ça
c'est ces sources-là qui vont permettre de classer. Et donc, voilà, Yves Gingras, là, qui est un sociologue des sciences, donc, il m'a dit que j'étais sa fourmi, d'accord, parce que lui, ce qu'il étudie, c'est les scientifiques. Donc, on est ses fourmis, et il nous étudie, et il dit que pour lui, voilà, l'article scientifique, c'est plus une unité de savoir, c'est juste une unité de comptage. Et du coup, ce que je vais vous montrer, c'est effectivement quels sont différents. Enfin, je vais vous donner 3 exemples où effectivement l'article scientifique est plus du tout une unité de connaissance, mais bien une unité de comptage. Donc le premier exemple, c'est le Shanghai Ranking que vous connaissez tous, je suppose. Donc chaque année, c'est une sorte de marronnier dans la presse française. Quel est le ranking des universités dans le classement de Shanghai? Et donc dans le classement de Shanghai, vous voyez qu'il y a 60% là qui sont vraiment dus au nombre d'articles ou au nombre de citations qui sont données à ces articles-là. Et il y a voilà, 30% qui sont liés au prix Nobel ou aux médailles Fields, et puis il y a 10% qui sont un calcul par tête de pipe. Donc ça veut dire que si vous êtes une grosse université, eh ben, vous perdez sur ces 10%, mais vous gagnez sur le nombre de publications. D'accord ? Donc ça explique les mouvements de fusion d'universités en France. Et puis voilà, si vous êtes un dean, un président d'université, eh ben, vous êtes face à ce classement et vous devez essayer d'augmenter le classement de votre université. Et donc pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut publier plus et être plus cité. D'accord ? Donc une manière d'inciter vos chercheurs à publier plus, c'est de mettre une prime à la publication. D'accord ? Donc ce n'est pas encore des choses qu'on voit dans les universités françaises, mais c'est des choses qu'on voit dans les écoles de management françaises, qui, elles, ne sont pas classées par le classement de Shanghai. D'accord ? C'est plutôt ce qui fait référence chez eux, c'est le Financial Times, qui classe en fonction des publications. Et donc ça, c'est ça a été récolté de manière anonyme, et on n'a pas mis le nom des écoles ici. Donc c'est pas moi, c'est l'agence de l'éducation française qui a fait une dépêche là, pour expliquer ce qui se passait. Et donc vous voyez qu'il y a des primes, donc on classe les revues 1 étoile, 2 étoiles, etc. Et puis on donne une prime, et donc la 4 étoiles, vous voyez que la prime maximum, là c'est 15 000 €. Donc si jamais vous publiez dans une de ces revues, eh ben, vous gagnez 15 000 € net à votre salaire. Donc voilà, c'est vraiment une prime à la publication pour essayer d'améliorer les rankings des business schools. Donc là, il y a GEM à Grenoble. Donc j'ai essayé de savoir quels étaient les montants à GEM. Je n'ai pas réussi à savoir. On m'a juste dit que oui, il y avait des primes et qu'à l'oral, on voulait bien me les donner. Donc j'essaierai de les avoir à l'oral, mais pour l'instant, je ne les ai pas. L'autre exemple en France, c'est le système de financement SIGAPS. Donc certains d'entre vous en ont déjà peut-être entendu parler. C'est le système de financement des hôpitaux. Donc quand on est passé au financement à l'acte dans les hôpitaux, et ben, toute la partie recherche, donc il y a la recherche clinique qui est mise à part, qui est financée à part, mais toute la partie purement recherche est financée en fonction des publications. D'accord ? Donc il y a tout un système de ranking. De ranking, voilà, les revues sont notées. Il est un peu gros, mon. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc il y a tout un système de ranking. Voilà, les revues sont classées A, B, C, D, E, F, et puis non rankées. Donc elles sont non classées si jamais elles sont dans une base de données qui est très large, mais pas dans l'autre base de données qui est plus sélective. Voilà, donc ici, PubMed, c'est la base de données très large, et LUOS, c'est celle qui est plus sélective. Donc si vous publiez dans ces choses qui sont non classées, là, vous n'avez que 1 point. Et puis après, en fonction si vous publiez dans Nature ou Science, vous avez 8 points. Et après, il y a un facteur multiplicatif en fonction de où vous êtes en tant qu'auteur. Donc si vous êtes premier ou dernier, vous avez un facteur multiplicatif de 4. Parce qu'en médecine, quand vous êtes dernier, c'est vous le grand ponte, c'est vous qui ramenez l'argent, etc. Donc c'est vous qui êtes important. Donc en médecine, ou en biologie d'ailleurs, si vous êtes en dernière position, c'est quelque chose de
très reconnu et de très recherché. Et donc moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des erreurs en proposant à des gens d'être premier auteur alors qu'ils avaient envie d'être dernier auteur, en disant mais je comprends pas, pourquoi est-ce que tu veux être dernier auteur? Tu devrais être premier auteur. Et là on m'a dit non mais dis pas ça. Il faut absolument qu'il soit dernier auteur, c'est la place la plus prestigieuse. Il ne faut pas lui proposer la place de premier auteur. Donc voilà, vous avez un certain nombre de facteurs multiplicateurs. Et puis après, en fonction des points, l'argent, le budget du ministère est réparti dans les universités en fonction des points. Donc voilà, en 2017, le point valait 648 € par an pendant 4 ans. Et donc voilà, si vous publiez dans Nature ou dans Science, en tant que premier auteur, vous rameniez à l'hôpital 82 944 € pour les 4 ans à venir. Et donc, on voit tout de suite apparaître... il peut y avoir des tensions dans l'hôpital, d'accord, parce que ceux qui rapportent le plus d'argent, ils veulent avoir plus de financement, et éventuellement, on pourrait imaginer qu'ils réclament des primes. Et donc, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, que dans certaines cliniques qui sont financées par ce système FIGAPS, il y a effectivement des primes, un peu comme dans les écoles de management, là, mais il y a des primes pour les médecins qui publient dans ces grandes revues. Donc voilà, ça c'est des exemples où l'unité de comptage, enfin l'article est vraiment considéré comme une unité de comptage. Il y a d'autres indices que vous connaissez sûrement, le H-index, que je ne vous présente pas, avec des multiples variants. Il y a toute une zoologie parce que le H-index, il y a plein de défauts. Donc du coup, on a raffiné, on a construit plein d'indicateurs différents pour essayer de contrer tous les problèmes qu'on peut avoir avec le H-index. Et puis il y a des choses beaucoup plus marrantes, comme les graphes de co-auteurs, d'accord. Donc vous pouvez calculer votre nombre d'AirDos. Donc je vous ai mis ici le lien vers un site qui vous permet de faire ça. Vous mettez votre nom, si vous avez publié et que ça a été indexé, d'accord, et vous allez pouvoir calculer votre nombre d'AirDos, donc la distance qui est entre vous et AirDos. Et évidemment, vous pouvez calculer votre nombre de Dijkstra, d'accord, pour savoir quel est le chemin le plus court entre vous et Dijkstra dans ce graphe de co-auteur. Voilà, donc tous ces indices, ça date d'il y a quand même assez longtemps. Ça a commencé avec Monsieur Garfield, donc il y a 70 ans, qui a voulu construire un système d'indexation bibliographique qui permette aux auteurs de savoir si un article qu'ils voulaient citer est bon ou mauvais, ou s'il y avait des erreurs dedans. Et donc la première phrase qu'il dit dans son... c'est vraiment la première phrase de son article qui est paru dans Science en 1955, c'est qu'il disait que voilà, ça permettrait aux gens de savoir qui avait cité un article et d'aller vérifier si cet article était correct ou pas. D'accord ? Donc il va essayer de construire quelque chose qui permet étant donné un article, savoir quels sont les articles qui l'ont cité. Et pour ça, il va mettre en place un système de correspondants qui vont faire des cartes perforées, qui vont renvoyer tous pour qu'ils puissent compter et indexer et savoir qui cite qui, et donner comme ça la liste pour chaque papier, la liste des papiers qui l'ont cité. D'accord ? Il va avoir du mal à vendre, donc ça va lui coûter très cher. D'accord ? Il va lever des fonds, il va monter une entreprise pour faire ça. Il faut qu'il trouve des clients. Donc les premiers clients qu'il trouve, c'est Merton, c'est un sociologue des sciences. Il va être super intéressé parce que ça lui permet d'étudier comment une information diffuse au travers des scientifiques, comment ils se reprennent les uns les autres, etc. Donc il va y avoir plein d'étudiants qui vont utiliser ce système-là. Garfield va aussi vendre ça aux bibliothèques, d'accord, parce qu'aux bibliothécaires, ça leur permet les documentalistes, ça leur permet de choisir les revues qui sont les plus citées, etc., de savoir quelles sont là où sont publiées les choses qui sont considérées comme importantes. Et petit à petit, ça se transforme en quelque chose d'évaluation sur les journaux. Et donc Merton s'en inquiète, parce que Merton, c'est quelqu'un qui a étudié aussi les administrations. Il a remarqué qu'il y avait ce problème de goal displacement. Et il dit « watch out ». Donc il envoie, c'est une correspondance particulière là, qui a été retrouvée par quelqu'un qui s'appelle Alex César. Et donc dans cette lettre qu'il envoie à Garfield, il lui dit « attention, on sait que dans les administrations, quand on met en place des indices, eh ben, il y a une tendance naturelle à ce que l'institution et les individus se mettent à manipuler ces index et qu'à ce moment-là, ils ne mesurent plus ce qui est prévu. »
Donc il lui disait, attention, il va se passer des choses, et si on met en place ces outils-là, ça va plus du tout faire ce qu'on attend. Et Garfield va vendre son entreprise en 74 ou 75, quelque chose comme ça, à un gros organisme qui s'appelle Thomson Reuters, et qui vont se mettre à calculer annuellement cet impact factor là, qui sert maintenant à classer dans le système SIGAPS, qui sert à classer les revues. Donc voilà, on est passé complètement dans un système où on a besoin de compter, où on compte, et du coup, nous, on a besoin de publier et d'être cité. Donc du coup, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour publier au maximum et être cité au maximum. Donc tout ce qu'il ne faut pas faire, mais voilà. Une première manière de faire, c'est en utilisant un générateur d'articles à base de grammaire probabiliste hors contexte. C'est des étudiants du MIT qui ont fait ça en 2005. Donc vous voyez que c'est assez ancien. Et donc ils avaient mis en place un site web où vous avez juste à... Vous mettez votre nom, vous cliquez, et vous obtenez un super PDF. D'accord, c'est fait avec du LaTeX. Et vous obtenez un beau PDF avec du texte qui est très très anglais. Il n'y a pas de faute d'orthographe. D'accord, simplement, ça n'a strictement aucun sens. C'est l'aspect hors contexte qui fait ça, d'accord. De temps en temps, on choisit des phrases, et puis la structure est un peu aléatoire, la structure de l'article est un peu aléatoire. On choisit des phrases au hasard, et puis les trous dans les phrases, il y a des trous dans les phrases qui sont remplis au hasard. Donc du coup, ça saute du coq à l'âne dans une même phrase, etc. Ça génère des références complètement aberrantes, ça fait des graphiques, etc. Et donc il y a toute une famille de générateurs. SciGen, c'est celui qui a eu le plus de succès. Il y en avait un avant qui s'appelait le Postmodernist Generator. Donc c'est pareil, il vous génère des articles, mais c'est plus des articles qui sont à la limite de la philosophie, sociologie. Enfin voilà, c'est des choses un peu bizarres. Économie peut-être, je ne sais pas trop. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez ancien. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez vous pouvez construire vous-même votre grammaire. Et il va vous générer des textes selon la grammaire que vous choisissez. Donc il y a quelques exemples, genre générer des QCM, générer des titres ou des choses comme ça. Voilà, c'est assez facile à utiliser. Et donc ensuite, il y a eu cette série de générateurs basés, clones de SciGen. Donc il y a le SciGen que je vous ai montré. Il y a un MathGen qui permet de faire des maths. Il y a un SciGen où ils ont changé le vocabulaire terminal pour faire de la physique. Donc c'est les mêmes phrases, mais avec du vocabulaire de physique au lieu d'être du vocabulaire d'informatique. Et puis il y a aussi un Sbire Proposal Generator. Donc ça c'est pour c'est des grants, des financements pour les petites entreprises américaines. Et donc voilà, ça vous génère une proposal pour envoyer à cette agence. Voilà, je ne pense pas que ça ait eu du succès. En tout cas, on n'est pas au courant. Peut-être que oui, on ne sait pas. Donc à quoi ça a servi? Donc ce SciGen, ils l'ont utilisé pour faire du testing de conférences. C'est-à-dire qu'ils ont généré un article comme ça, ils l'ont envoyé à une conférence, et puis quand il a été accepté, ils ont dit « Ah, regardez, cette conférence, ils disent qu'ils font du peer review, ou en fait, ils n'en font pas du tout. » D'accord. Donc en 2005, voilà, ils ont épinglé une conférence comme ça, avec cet outil qui leur a permis de faire du testing. Ils l'avaient mis en ligne, du coup ça a été utilisé pour faire plein d'autres choses. Donc en particulier, ça a été utilisé pour spammer Google Scholar, on va dire. Donc moi, j'avais fait un faux chercheur. Donc j'ai utilisé le générateur pour générer 101 articles qui citaient tous les uns les autres. Enfin, 100 articles qui citent tous les uns les autres, plus un qui permettait à Google Scholar d'aspirer l'ensemble de ces 100 articles. Et du coup, voilà, il avait un H-index théorique de 100. Donc ces papiers ont été aspirés par Google Scholar, qui a considéré que c'était de la littérature scientifique. Et voilà, on a eu un faux chercheur qui avait un H-index de 93 ou 94. Tous les papiers n'étaient pas complètement indexés. Cette expérience a été refaite par des Espagnols qui ont montré que... Alors eux, ils ont falsifié leur propre H-index, c'est-à-dire qu'ils ont généré des publications qui citaient leurs publications à eux. Et ils ont montré que du coup, ça avait aussi un impact sur les journaux qui les avaient publiés. C'est-à-dire que ça a changé l'impact factor des journaux où eux-mêmes avaient publié. Et puis l'année dernière, il y a Reese Richardson là, qui a refait l'expérience de I Can't Care avec un chat. Donc lui, il a créé un faux... Donc là, maintenant, c'est un peu différent parce que à l'époque de I Can't Care, il fallait juste mettre les choses en ligne. Maintenant, Google Scholar fait un peu plus attention. Il va indexer les choses que si c'est dans un réseau social type ResearchGate ou SiteSeer,
s'il y a voilà, il va vérifier un certain nombre de choses comme ça. Et donc vous pouvez aussi calculer le H-index uniquement pour des gens qui ont ouvert un compte Google Scholar. D'accord, donc si vous avez un compte Google Scholar, vous savez qu'il calcule votre H-index. Et voilà, si vous n'avez pas de compte Google Scholar, vous ne pouvez pas calculer votre H-index. Donc il a ouvert un compte pour son chat Larry, et il a inséré des publications sur ResearchGate, donc 12 papiers générés par SciGen qui se citaient tous les uns les autres. Et voilà, il a réussi à faire calculer dans le compte Google Scholar le H-index de son chat. Ça a été aussi utilisé pour faire du remplissage de sites web. Donc vous avez sûrement entendu parler des maisons d'édition prédatrices. Et donc ces maisons d'édition, elles ont besoin d'un front-end avec des numéros passés, etc. Et donc du coup, elles remplissent ces numéros passés avec des SciGen pour faire croire qu'il y a eu des choses utilisées. Il y a ce phénomène de journal hijacking, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais donc c'est des fraudeurs là, qui vont faire un faux site web qui ressemble à un site web connu. Donc par exemple, là, il y a la revue Hermès qui a été hijackée comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait un clone du site web de la revue Hermès qui était, dans lequel on avait ajouté des articles SciGen pour faire croire que c'était une revue scientifique reconnue, enfin que c'était Hermès, et donc ils espèrent que des gens soumettent à Hermès et payent les frais de publication. Ça a aussi été utilisé pour faire du remplissage de CV. Donc cette fois, c'est plus du testing où on envoie l'article scientifique pour vérifier si le peer review est bien fait. C'est on envoie l'article en espérant qu'il va vraiment être publié. D'accord ? Et donc IEEE et Springer Nature vendaient des papiers comme ça. C'est-à-dire qu'ils avaient été acceptés. Il y avait le peer review officiellement qui avait été fait dessus. Et ils vendaient ces papiers-là. Donc il y a eu plusieurs étapes. Hein. Donc en 2013-2014, là il y a eu une première série de papiers SciGen qui ont été découverts à l'I3E et chez Springer Nature. Et donc une des conférences dans lesquelles ces papiers avaient été acceptés affichait un taux de sélection de 28%. D'accord ? Donc ça veut dire que parmi les 28% de papiers acceptés, il y avait des SciGen qui avaient été acceptés. D'accord ? Donc est-ce que ça veut dire que le peer review n'était pas fait, ou est-ce qu'il était fait de manière incompétente? Voilà, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils étaient, ou oui, peut-être le peer review n'existait pas simplement, quoi. Et il y a eu un deuxième batch de papier comme ça qui a été découvert un peu plus tard, enfin non, bien plus tard, en 2021. Et cette fois, c'était principalement dans des revues. D'accord, donc c'était plus chez IEEE ou Springer, mais c'était plutôt dans des revues type Elsevier ou différentes maisons d'édition. Alors ces papiers, ces générateurs sont toujours utilisés, malgré le fait qu'ils soient très rudimentaires. D'accord, ici, ça c'est un papier Madgen qui est actuellement dans Archive. D'accord, donc pourquoi il a été mis là, on ne sait pas trop. Et c'est assez surprenant parce que Archive, ils ont mis en place des outils de détection pour éviter d'avoir ces papiers-là dans leur base. D'accord, donc normalement, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Mais ce qui se passe, c'est que l'outil de détection, de screening de ce qui rentre dans Archive, de temps en temps, c'est en maintenance, ou je ne sais pas quoi, il y a ces espèces de sauts. Et donc, de temps en temps, il y en a un qui passe, on ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà. Donc, on le signale en général, il l'enlève. Celui-là, ça fait quand même plusieurs mois qu'il y est. Et donc, effectivement, ces articles sont détectables très facilement. Donc, ici, vous avez un clustering hiérarchique, où vous avez donc tout ce qui est noir, on sait que c'est des articles générés par SciGen. Tout ce qui est bleu, c'est des articles dont on sait que c'est pas du SciGen. Et puis les rouges, c'est les articles qu'on a testés chez I3E. Et vous voyez qu'il y en a plein là, des rouges qui viennent se mettre avec les noirs de SciGen, parce qu'effectivement, c'était des articles SciGen qui étaient vendus par l'I3E. Comme étant des articles. Voilà. Il y avait aussi des SciGen doublons, donc des articles SciGen qui étaient, c'est ceux que vous voyez tout en bas là. C'est des SciGen qui avaient été publiés 2 fois, avec juste le titre de différent. Voilà, donc ça c'est une détection automatique préventive. On appelle ça préventive dans le sens où vous avez un article et vous êtes capable de le classifier comme étant généré ou pas par un Madgen, par un SciGen, etc. D'accord, vous avez des exemples. Et puis vous calculez, vous faites une classification au plus proche voisin, et ça vous permet de savoir, ou de tester article par article. D'accord, donc ça, vous ne pouvez pas faire
ce test-là sur l'ensemble de la littérature scientifique. D'accord, vous pourriez le faire, mais en tout cas, nous, on n'a pas les capacités de le faire. Donc une autre manière de détecter ces articles-là, c'est d'utiliser une propriété du langage naturel qui est que voilà, une dizaine de mots, c'est complètement unique. D'accord, une séquence de 7, 8 mots même, vous êtes presque sûr que vous allez la retrouver nulle part. D'accord, et si jamais vous la retrouvez nulle part, c'est que c'est une copie. D'accord, donc ça n'arrive pas pour les choses extrêmement classiques, veuillez agréer l'expression, voilà, ça marche pas. Mais sinon, en dehors de ces expressions classiques, vous êtes presque sûr que vous allez retrouver l'article qui contient ces mots-là ou une copie de l'article qui contient ces mots-là. Donc si vous utilisez cette séquence-là, would agree that had it not been for, eh ben, vous êtes presque sûr de trouver des SciGen. Donc si vous faites cette requête-là dans Google Scholar, tous les papiers qui remontent, c'est des papiers qui ont été générés par SciGen. Donc en prenant les parties fixes de la grammaire en contexte, on peut comme ça interroger un moteur de recherche sur la littérature scientifique et récupérer tous les papiers SciGen qui existent dans les littératures scientifiques. D'accord, donc on appelle ça des fingerprints. Donc c'est des n-grammes qui sont communs. Donc soit vous les extrayez à la main, si vous avez la grammaire, soit vous prenez un ensemble d'exemples qui ont été générés à partir de cette grammaire-là, et puis vous prenez les n-grammes fréquents, et ça vous donne voilà, un ensemble de requêtes que vous pouvez faire sur un moteur de recherche de la littérature scientifique pour récupérer tous les SciGen. Donc c'est comme ça qu'on a trouvé les 243 papiers du deuxième batch. C'est en interrogeant la source de données Dimension qui nous a permis de trouver tous ces papiers-là. Et donc après, Guillaume Cabanac à Toulouse a mis en ligne une base de données qu'il a appelée le Problematic Paper Screener, et donc qui fait régulièrement des requêtes avec ses fingerprints et qui du coup scrute la littérature scientifique pour essayer à chaque fois qu'il y a un nouveau papier qui sort comme ça, et ben il le récupère et il le met en ligne sur sa base de données qui est accessible. Et donc voilà, on peut enrichir petit à petit avec de nouvelles fingerprints. Si on a des nouvelles choses qui permettent de retrouver des papiers bizarres, on peut les rajouter à cet ensemble de requêtes qu'on va faire sur le moteur de recherche. Donc voilà, ces papiers SciGen, ils sont détectables très facilement. Donc normalement, il ne faut pas trop les utiliser si vous avez envie de... Enfin, si vous les utilisez pour modifier votre H-index ou votre nombre de publications, ça ne va pas marcher. L'autre manière de faire, c'est de s'adresser à une paper mill. D'accord, donc les paper mills, c'est des entreprises qui vont prendre en charge complètement la publication de vos papiers. Donc il faudra payer, d'accord. Donc ça a été documenté en 2013, là, où vous pouviez, ça a été montré qu'en Chine particulièrement, vous pouviez acheter vos publications. Donc en fonction de l'endroit où vous publiez, de le ranking que vous visez, ça vous coûte plus ou moins cher, d'accord. Donc ça peut coûter jusqu'à 26 000 € pour publier dans un grand article. Et l'année dernière, il y a des gens qui ont montré qu'il y avait même des citations qui étaient à vendre sur Google Scholar. Donc vous pouvez acheter un nombre de citations par bloc. Donc voilà, 50 citations dans Google Scholar, ça coûte $300, et puis 500 $ pour 100 citations. D'accord, donc ça, c'est extrêmement facile à faire, d'accord. C'est l'expérience de Larry the Cat, là. Il suffit d'injecter, de créer des nouveaux documents et de les mettre dans ResearchGate ou dans CiteSeer, et ça vous permet d'augmenter ce nombre de citations. Donc voilà, ça c'est de l'argent facile à faire. Ces paper mills, elles vont aussi prendre le contrôle de certaines revues, parce qu'il faut qu'elles trouvent des endroits où publier. Donc du coup, elles vont quelque part noyauter à la fois le processus éditorial. Et donc là, il y a une dame qui s'appelle Oviedo Garcia, là, qui a documenté l'usage de templates, en particulier chez MDPI. Alors ça a été trouvé chez MDPI parce que MDPI, ils mettent en ligne beaucoup les peer review reports. D'accord, donc c'est une maison d'édition qui a beaucoup de problèmes. On les considère comme étant une maison un peu prédatrice. Et donc, ils publient un peu n'importe quoi. Ils font de l'argent sur le modèle open access. Et donc, du coup, pour montrer qu'ils font des efforts, ils publient leur peer review. Regardez, nous, on fait du peer review. Donc voilà, on trouve ce genre de choses dans leur peer review. Mais au moins, eux, ils montrent le peer review qui a été fait. D'accord, donc on trouve des choses bizarres chez eux, mais c'est parce qu'ils veulent bien le mettre en ligne. Alors le problème de ces paper mills là, qui
peuvent effectivement prendre le contrôle de certaines revues, c'est qu'ils vont publier tout et n'importe quoi, et pas des choses véridiques. Et ça devient difficile des fois de dire ce papier-là, c'est un papier de Review 1000 ou de Paper 1000, et il faut le rétracter, ou il n'a pas lieu d'être là, etc. Et j'ai une collègue, Jennifer Byrne, qui travaille sur le cancer, et qui avait plein de papiers qui lui paraissaient bizarres, qui étaient toujours le même template, avec des erreurs dedans, et donc elle avait l'impression que c'était généré automatiquement. Alors pour moi, ce n'était pas généré automatiquement, c'était généré par des Paper 1000, mais donc elle disait qu'il y avait dedans ce qu'elle appelait des erreurs obvious, évidentes, qui pour moi n'étaient pas du tout évidentes, mais pour elle, c'était une sorte de preuve que l'article n'était pas bon et qu'il méritait, ou en tout cas que les expériences, soit c'était une erreur grave qu'il fallait corriger, soit c'était la preuve que les expériences n'avaient pas été faites. D'accord, donc on a fait un petit outil qui analyse automatiquement le texte. Donc ici, c'est un texte qui vous dit que la séquence verte, là, et c'est une séquence qui a une homologie qui target un gène humain, le TPD52L2. Donc Jennifer, elle est spécialiste du TPD52L2, et elle disait mais c'est n'importe quoi ces papiers, c'est pas possible, etc. Et après la deuxième séquence, la rouge, elle vous dit que cette séquence-là, c'est une séquence de contrôle, elle n'a aucune homologie avec le génome humain. D'accord, donc tout l'objectif de l'outil, c'est d'extraire cette information-là et le vérifier avec un outil qui s'appelle BLASTN, et qui va vous dire si cette séquence-là, elle a ou pas une homologie avec le génome humain. Alors il faut analyser le résultat de BLASTN, c'est pas évident. Enfin voilà. Mais donc du coup, on peut vérifier que la séquence verte, effectivement, elle a une homologie avec le TPD52L2, d'accord, ce qui est bien dit dans le texte. Et par contre, quand on le fait avec la séquence rouge, eh ben on voit que cette séquence rouge qui est dit dans le texte n'avoir aucune homologie avec le génome humain, eh ben on en trouve une très forte avec un gène qui s'appelle le NOB1. D'accord, donc ça veut dire que s'ils ont utilisé cette séquence-là pour faire l'expérience de contrôle, les résultats qu'ils rapportent sont complètement faux. D'accord, ou alors ils se sont trompés, ils n'ont pas mis la bonne séquence, et à ce moment-là, il faut qu'ils corrigent l'article. Donc en général, c'est l'éditeur qui doit prendre en charge la discussion avec les auteurs pour savoir si effectivement ça doit être corrigé, rétracté, etc. Donc ce papier-là a fini par être rétracté parce que voilà, l'éditeur n'avait plus du tout confiance au vu des réponses qui ont été envoyées par les auteurs sur le contenu de l'article. Et donc il a été rétracté. L'autre problème de ces Paper 1000, c'est qu'elles elles ont un objectif de productivité. D'accord, donc elles vont aussi faire du plagiat, et pour cacher le plagiat, parce que les détecteurs de plagiat marchent relativement bien, enfin plagiat pour le copier-coller, et elles vont utiliser des outils de paraphrasing pour essayer de déguiser leur plagiat. Donc ici, je vous ai mis deux textes, un rouge, alors vous allez peut-être avoir du mal à lire, mais vous avez sur la gauche là quelque chose en gras qui est Arbitrary Timberland Arrangement, et ce mot-là, cette séquence de mots-là, en fait, c'est la paraphrase de Random Forest Classifier. Okay, chaque mot, c'est un synonyme, mais ça ne veut plus rien dire. D'accord ? Et donc, le texte de gauche est complètement incohérent. Et pourtant, il provient d'un texte qui est tout à fait cohérent. D'accord ? Et donc, il y a plein de publications qui contiennent un langage comme ça, qui sont complètement incompréhensibles, parce que effectivement le texte n'a plus de sens. Donc je vous ai fait, ici c'est une sorte de petit test pour savoir si vous parlez bien les phrases torturées. On appelait ça des phrases torturées. Et donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire counterfeit consciousness? Quelqu'un a une idée? Quelqu'un jette à l'eau? Of course, artificial intelligence. Sun-oriented force, solar energy, credulous bias, easy, naive bias, bosom malignancy, bosom peril, c'est le breast cancer, man-made brain power, artificial intelligence, polymerase chain response, c'est le polymerase chain reaction, of course, c'est le PCR que vous connaissez bien, et le mind tumor, qui est la tumeur de l'esprit, c'est la tumeur du cerveau.
Voilà. Donc ce papier, évidemment, il a été rétracté parce qu'il voulait rien dire. Alors on peut avoir l'impression que ces papiers, forcément, ils vont apparaître à des endroits où ça n'a pas d'intérêt, c'est pas grave, c'est pas des choses qui comptent, personne les lit, etc. Donc je reviens juste sur ces choses-là. Quand j'étais à Team C avec ces papiers-là, et que je leur ai dit ça, mais finalement c'est des trucs que personne lit, tout ça, ils m'ont dit non, ça c'est des choses qu'il y a dans PubMed, d'accord? C'est le truc qui compte dans SIGAPS. D'accord. Donc ces papiers-là, il m'a dit non, ces papiers-là, ils comptent. C'est pas des papiers qui comptent pas, qui sont pas utiles, je sais pas quoi. Ils sont comptés pour de vrai. Ils sont comptés, ils valent des points, ils valent de l'argent. Donc du coup, ici, ces phrases torturées, on peut s'amuser à les collecter. Les découvrir automatiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on peut s'amuser à les collecter, au moins celles qu'on voit. D'accord. Et à nouveau, on va interroger le moteur de recherche. Voilà. Si jamais on trouve Arbitrary Timberland Arrangement quelque part, je pense qu'on peut se dire que c'est n'importe quoi. D'accord. Donc on collecte un peu comme ça les Son Oriented Force, Credulous Bayes. Voilà, on peut se dire que quelque part, ces choses-là, c'est pas normal. Et on fait des requêtes, donc c'est ce que fait l'outil de Guillaume, là. Et on obtient ce graphe-là. Donc c'est assez intéressant parce que, alors j'ai mon gros pointeur là qui va vous montrer que ici, là, quelque part par là, il y a l'invention de Glove et de Word2Vec. D'accord. Donc c'est le fait de transformer les vecteurs, les mots en vecteurs et avec des vecteurs fixes, d'accord, qui ne dépendent pas du contexte. Donc c'est pour ça que vous avez ces mots similaires qui sont choisis indépendamment du contexte et qui font ces phrases torturées. Et donc c'est à partir du moment où cette technologie-là est utilisable et qui permet de faire du paraphrasing, où on voit l'explosion du nombre de phrases torturées dans la littérature scientifique. On a publié le préprint sur les phrases torturées en 2021, donc vous voyez que ça a légèrement calmé le process, mais pas tant que ça. Et donc du coup, on a estimé la prévalence de ces papiers. Donc tout à l'heure, je vous ai dit les papiers, enfin vous avez peut-être vu, c'était écrit, mais la prévalence des papiers SciGen, c'est genre 75 par million, quelque chose comme ça. La prévalence de ces papiers avec des torturées de fraiseuses, on commence à être à 3 pour 10 000. Il y a des gens qui entraînent des modèles pour essayer de découvrir les papiers de Peppermill, alors j'y crois pas trop, mais eux, ils arrivent à des estimations de papiers de Peppermill à entre 2 et 3% de la littérature scientifique. Ça commence à être pas mal. Alors, il ne faut pas croire que... alors, ça vient pas c'est pas partout, c'est pas tous les scientifiques qui font ça, ça vient quand même d'endroits très spécifiques sur la planète, d'accord. Donc voilà, dans les papiers en 2021 là, dans les papiers torturés, voilà, il y en avait beaucoup qui venaient d'Inde et les papiers SciGen, ils venaient principalement de Chine. Et là, pour les papiers torturés, il y en a 9% qui viennent de Chine, il y en a beaucoup qui viennent d'Iran aussi. Enfin voilà, c'est vraiment dans des endroits particuliers. Alors je sais pas, moi j'aime penser que c'est des endroits où il y a de la corruption, où c'est une administration, une sorte de bureaucratie très importante, où il y a effectivement des objectifs qui sont donnés, et où ce goal displacement apparaît de manière très importante. Mais voilà, il y a plein d'explications possibles. C'est pas parce que ça apparaît dans d'autres pays que ça ne touche pas. J'ai ici juste pour vous montrer ces phrases torturées, elles apparaissent dans un journal qui s'appelle, c'est le premier journal où on l'a trouvé, c'est Microprocesseurs and Microsystèmes. C'est un journal dans lequel il y avait beaucoup de publications du CNRS. Parce que c'est un journal qui était reconnu par la communauté française, mais simplement un jour il y a un éditeur qui est arrivé et qui a un peu détourné le process et qui s'est mis à placer énormément de papiers dans lequel il y avait des phrases torturées. Et puis là vous avez en 2024 une conférence de l'I3E dans laquelle il y a énormément de papiers torturés. Et ici vous avez un éditeur qui était français, EDP Science, qui a été racheté par des Chinois, dans lequel on trouve depuis quelques années de nombreux papiers avec des phrases torturées. Si vous voulez insérer des nouvelles citations sans publier de papier, c'est aussi possible. Donc on a montré qu'on pouvait trouver ce qu'on a appelé des sneaked references, donc c'est des références un peu fantômes qui ont été insérées au cours de cette longue marche pour être comptées. Et donc c'est les publishers, donc les maisons d'édition, qui vont rajouter des citations à leurs journaux au moment de l'enregistrement des métadatas dans la base de données Crossref. Donc c'est des citations qui n'existent pas dans les papiers, d'accord, c'est des références qui n'existent pas dans les papiers, mais qui sont insérées dans les métadonnées. Donc c'est des références qui existent que dans le métamonde et pas en vrai.
Et donc on a montré aussi qu'effectivement, elles faisaient leur chemin jusqu'aux outils qui font le ranking. Voilà, on peut aussi utiliser ChatGPT. Donc simplement, ChatGPT, l'aspect préventif, vous savez peut-être tous que voilà, c'est très difficile de détecter du texte généré automatiquement. Il y a des fingerprints qu'on peut utiliser, d'accord, des mots aberrants qui sont utilisés par ChatGPT, qu'on peut retrouver dans certaines publications scientifiques. On n'en retrouve pas beaucoup, là c'est quelques dizaines, d'accord, mais voilà, vous pouvez retrouver dans 59 papiers quelque chose qui dit As an AI language model, I cannot, etc. Et vous avez ça au milieu du texte. Et vous avez le Regenerate Response aussi, donc ça c'est en faisant le copier-coller, on a attrapé le bouton et puis le bouton a été collé dans le texte. Des choses comme ça. Donc voilà, donc ça a permis de retrouver quelques publications. Vous avez peut-être vu qu'effectivement l'utilisation de ChatGPT change aussi le langage utilisé dans les publications scientifiques. Donc ça c'est une étude qui a montré que il y a un vocabulaire qui n'était pas utilisé avant et qui se met à être utilisé au moment où ChatGPT apparaît. Donc c'est le DWALES qui est très connu. Vous en avez peut-être entendu parler. Et voilà, on peut voir aussi que important, ça décroît beaucoup. Et à la place de important, on va utiliser significance, on va utiliser d'autres mots. Alors important, c'est pas très fun. Et voilà, donc eux, ils estiment à 10% le nombre d'abstracts qui ont été processés avec un LLM. Mais donc ces 10%, ça ne veut pas dire qu'ils sont frauduleux, ça veut juste dire qu'on l'a utilisé. D'accord, peut-être vous l'avez utilisé pour améliorer votre anglais, etc., ce qui est tout à fait correct. Et c'est aussi pour ça que ça n'a pas vraiment de sens d'essayer de détecter les textes générés par ces papiers-là, quoi. La génération d'images peut faire énormément de choses aussi, et ça inquiète beaucoup parce que il y a beaucoup de publications en biologie qui sont basées sur ces images-là. Donc là, voilà, c'est la partie entourée en rouge, c'est la partie qui a été générée par Photoshop. Et donc du coup, on est incapable de faire la différence. Les outils ne sont pas aussi capables de faire la différence entre ces deux choses, entre ce qui est généré et ce qui n'est pas généré. Voilà. Donc ça, c'est pour inventer des données. Mais donc on peut espérer qu'un jour la machine puisse nous générer toute seule des choses intéressantes. Donc ça, vous avez peut-être entendu parler de ce AI Scientist. Donc c'est un espèce de process là où on a ici l'idée qui est générée. Et puis on va faire les expériences. Donc on score les idées, on fait les expériences, on génère les expériences, on fait le code, on génère le code automatiquement avec les LLM, on fait les expériences, et puis à la fin on écrit le manuscrit avec un LLM, et puis après on fait le reviewing avec un LLM, et puis on reboucle comme ça. Et donc la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, donc ils ont 2 semaines, ils ont fait l'expérience, donc ils sont mis d'accord avec un workshop de la conférence ICLR pour faire un test. Et donc ils ont généré 43 papiers, si je ne me trompe pas. Ils ont choisi 3 parmi ces 43, ils ont soumis les 3, et ils en ont eu un accepté. Donc là on est sûr que le peer review a été fait, et il a eu des borderline accept. Mais donc voilà, ça veut dire que ce papier-là, généré complètement automatiquement, a été reviewé. Donc c'est la première fois qu'on sait que c'est reviewé pour de vrai, parce que l'expérience est faite sous contrôle, d'accord, alors que tous les SciGen, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Peut-être ils ont été acceptés parce que les gens qui l'ont lu n'étaient pas compétents, ils ont vu plein de mots compliqués avec de l'anglais super, et puis du coup ils l'ont accepté. D'accord, on ne sait pas. Et alors que là, voilà, on sait que ça a été accepté. Alors je vais faire un zoom sur cette partie ici, là, qui est le Novelty Check, qui utilise Semantic Scholar. Donc Semantic Scholar, là, je lui ai demandé de me faire un related work sur le boson malignancy. Donc c'est une de mes phrases torturées. Et effectivement, il m'a fait un petit résumé de l'état de l'art sur boson malignancy, en voyant quand même que c'est du boson cancer, que c'est pas boson malignancy. Et donc voilà, il me raconte plein de choses. Il a été trouvé des articles dans lesquels il y a boson quelque chose, boson cancer, boson malignancy, boson, je ne sais plus quels étaient les autres synonymes. Et en fait, la première de ces références-là, alors nous on appelait ça des lazy surveys, c'est-à-dire que ça consiste simplement à prendre les abstracts de l'abstract d'un article, à le paraphraser et à le coller dans votre related work. Et donc il y a des gens il y a certaines de ces publications avec des phrases torturées, c'est juste voilà, le related work qui est fait de cette manière-là, où on fait juste du copier-coller des abstracts paraphrasés qu'on glue tous ensemble. Et donc voilà, vous voyez que ces articles
même s'ils sont peu nombreux, là, c'est 3 pour 10 000, d'accord, ces articles avec des phrases torturées, eh ben, ils peuvent avoir un impact sur les outils qui vont chercher automatiquement de l'information dans la littérature scientifique. Voilà, donc on va se demander qu'est-ce qui se passe ensuite. Donc il y a l'aspect continuer à faire des outils pour détecter des problèmes. Voilà, il y a toute une communauté qui fait des outils là-dessus. Nous, on fait des choses pour détecter les phrases torturées, pour essayer quand il y a un article qui est rétracté, les articles qui citent cet article rétracté, essayer de comprendre l'argumentation du papier pour voir si la rétractation a un impact sur l'argumentation du papier. On essaye aussi de voir, de détecter les citations qui sont erronées. D'accord, si la citation ne mentionne rien du tout de l'article, d'accord, c'est une citation qui a été rajoutée, complètement plantée au milieu, ou si c'est une déformation de ce qu'il y a dans l'article cité, des choses comme ça. Il y a un outil qui est plus basé sur l'aspect utilisation des gens, quoi. C'est cet outil PubPeer dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est à l'origine de plusieurs scandales entre guillemets en France, qui n'est pas forcément apprécié parce qu'il permet de commenter anonymement. Donc voilà, on pourra discuter de ce fait-là. Donc il permet de commenter anonymement sur n'importe quel papier. D'accord, donc il y a quelqu'un qui peut commenter de manière anonyme un papier à vous. Donc voilà, c'est pas forcément très agréable, mais cet aspect anonyme, ils le défendent de manière très forte. Et voilà, mais ils modèrent les commentaires aussi, donc c'est pas une plateforme sociale où il y a des trolls qui peuvent faire n'importe quoi, même si des fois ça peut un peu dériver. Mais voilà, les commentaires sont modérés, et la règle c'est qu'ils ne doivent concerner que des éléments factuels qui sont vérifiables et qui sont dans le papier commenté. Et donc ils ont eu un prix il n'y a pas très longtemps qui leur permet d'avoir de l'argent pour continuer. Il y a toute une communauté de sleuths là, qui commente SuperPeer de manière presque maladive, d'accord. Donc il y a tellement de papiers à commenter, il y a tellement de papiers qui sont vraiment pourris et qui voilà. Donc il y a des gens qui sont très visibles. Donc ici je vous en ai mis 3 là qui ont eu le Nature 10, donc ils ont été la revue Nature a considéré qu'ils faisaient partie des 10 personnes qui avaient qui avaient construit la science cette année-là. Donc Jennifer Bean en 2017, Guillaume Gabanac en 2021 et Anna Balcatina, elle travaille sur les revues hijackées, d'accord, que je vous ai signalé tout à l'heure. Et juste le fait que ces papiers commencent à envahir la publication scientifique, je vous ai mis ici l'outil Inspect SR de Cochrane. Cochrane, c'est un organisme qui fait de l'evidence-based medicine, c'est-à-dire qui collecte tous les papiers sur une certaine maladie ou qui ont utilisé certains médicaments, etc. Et ils font des méta-reviews avec ça. Et ils ont été obligés de mettre en place un espèce de checklist pour éviter qu'ils aient trop de papiers pourris qui rentrent dans leurs études, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'études cliniques et de choses qui les intéressaient eux, et que s'ils les mettaient dans leurs études, ça avait un impact important sur les calculs qu'ils faisaient. Et voilà. Donc il y a aussi donc ça c'est un peu l'aspect outils et détection et essayer de nettoyer, d'accord. Il y a aussi une action pour essayer qu'il y ait moins de choses qui soient générées. D'accord, donc c'est essayer de sortir de ce modèle où on compte les publications, puisque c'est ça qui, a priori, génère toutes ces publications qui n'ont strictement aucun sens. D'accord, pourquoi elles sont là, toutes ces publications qui veulent strictement rien dire? C'est juste parce qu'elles sont comptées. Donc voilà, il y a cet appel DORA que vous connaissez peut-être. Souvent, les gens retiennent qu'il y a l'impact factor qu'il ne faut pas utiliser, mais ça va plus loin que ça. Ce qu'il y a dans DORA, c'est de dire que le contenu scientifique d'un article est beaucoup plus important que les indicateurs de publication ou l'image de marque de la revue. D'accord ? L'idée de DORA, c'est de dire que vraiment, la revue, le niveau de la conférence, etc., ce n'est pas un proxy pour mesurer la qualité de la publication scientifique. La Dutch National Research Foundation, l'agence de financement des Pays-Bas, a banni l'impact factor et le H-index. D'accord ? Donc ils ont clairement dit qu'on n'avait plus le droit d'utiliser le H-index, l'impact factor. Vous n'avez plus le droit de l'utiliser. Parce que c'est trop biaisé, ça n'a pas de sens, et il ne faut pas l'utiliser pour évaluer les gens, et il ne faut pas l'utiliser pour évaluer les grants, etc.
Il y a la section CNU Non, c'est pas la section CNU, c'est la section 37 du CNRS, a décidé de renoncer à toute forme de classement des revues. D'accord ? Donc ça, c'est les business schools. Mais c'est les business schools... Enfin, c'est la partie, on va dire, universitaire. D'accord ? Beaucoup de ces business schools sont semi-privés. Donc du coup, c'est pas forcément sûr que ça les impacte dans leur fonctionnement au jour le jour. L'Académie des sciences a émis un avis sur l'utilisation du SIGAPS. Elles ont dit qu'il fallait renoncer à ce score SIGAPS. D'accord ? On essaie de sortir de ce modèle de financement où on compte les choses. Malheureusement, ils rajoutent qu'à la place du SIGAPS, on pourrait compter les citations. Voilà. Donc je pense que là, on peut rappeler ce que disait Merton il y a 70 ans. Watch out for goal displacement, et que ce soit les institutions ou les personnes, si vous commencez à compter, eh ben, ça risque de dériver. On risque de changer l'objectif de la publication. Voilà, je merci beaucoup, je vais m'arrêter là, et puis on peut discuter. Question. Je viens avec le micro.